Aujourd'hui, on va transformer votre manière de coder avec les principes solides. Je vais vous montrer comment ces 5 principes peuvent rendre votre code plus efficace, plus propre et vous faire gagner un temps fou très rapidement dans vos développements. J'ai découvert les principes solides qu'on va voir dans cette vidéo lorsque j'ai démarré ma carrière de développeur, comme vous le savez peut-être, dans un open space sans fenêtre où j'étais en train de passer en totale dépression. Et mon objectif à l'époque, c'était de progresser en code pour devenir vraiment bon. Donc je lisais tous les articles de blog post que je pouvais, je suivais des tutoriels dans tous les sens, etc. Et à l'époque, je commençais à être assez friand des petits acronymes. Je trouvais que ça faisait pro et ça donnait un peu l'impression que nous, en tant que développeurs, on savait ce qu'on faisait. Donc pour vous donner un exemple, il y avait des acronymes, je ne sais pas si vous les connaissez peut-être, comme KISS, qui veut dire Keep it simple and stupid, ou DRY, Don't repeat yourself, ou encore YAGNI, pour dire de ne pas faire des abstractions dans votre code trop tôt, alors que vous devez livrer une fonctionnalité extrêmement simple. Et puis il y avait aussi tous ces noms qui, soi-disant, permettaient d'orienter votre développement, donc Domain Driven Development, Test Driven Development. Donc j'étais assez friand de ça, mais le problème c'est que concrètement, quand j'étais dans mon VS Code à devoir livrer une fonctionnalité, ces principes ne m'aidaient pas tant que ça. Par exemple, simplement pour organiser 3 bouts de briques logicielles entre elles, est-ce qu'il fallait d'abord faire du dry, c'est-à-dire du don't repeat yourself, essayer de tout de suite tout factoriser dans plein de petits morceaux, ou alors appliquer le principe YAGNI et se dire je vais tout mettre à plat dans un fichier, et puis plus tard, si j'en ai besoin, je ferai un découpage à cet endroit-là. Bref, simplement pour organiser 3 morceaux de fichiers, si vous discutez avec des collègues, personne sait vraiment ce qu'on doit faire, simplement en balançant des termes comme ça, dry, TDD, etc. Au final, c'est vrai que c'est sexy de connaître ça, on a l'impression de progresser, de savoir des choses, mais concrètement au quotidien, ça vous sert à rien du tout. C'est même d'ailleurs compliqué de se mettre d'accord avec des collègues en balançant juste des acronymes comme ça. Donc c'était très frustrant pour moi parce que je voulais progresser et j'avais toujours cette sensation, et j'ai toujours cette sensation dans ce qu'on fait, qu'on est un peu des bricoleurs. C'est-à-dire que ces principes, c'est plus pour frimer entre guillemets, mais ça ne nous donne pas des vrais standards de savoir comment est-ce qu'on doit développer un logiciel de qualité. Et donc c'est que à force, je dirais, d'expérience et d'avoir bouffé beaucoup de projets, que je me suis rendu compte qu'il y avait 5 principes qui sont appelés les principes solides et qui étaient beaucoup plus sérieux que des conseils comme ça un petit peu à la va-vite. On va faire du dry par exemple, qui au final ne veut pas dire grand-chose. Donc comme beaucoup de choses quand vous apprenez le code, ça paraît très théorique et pas très concret au début, tout simplement parce que quand vous faites un tutoriel, vous développez un projet dans lequel il y a très peu de complexité. Et quand on se retrouve en entreprise, on mange énormément de complexité et on doit adresser cette complexité avec des grands principes, et ils prennent tout leur sens quand vous êtes sur le front à affronter le vrai bordel généralisé. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je vais essayer d'expliquer ces principes dans des termes assez simples. Vous allez vous dire peut-être tout ça pour ça. Oui, mais tout ça pour ça, multiplié par 100 en termes de complexité dans un projet, en fait, ça change tout. Donc on va voir ces 5 principes solides. Solides parce que si vous prenez la première lettre de chacun des principes, en fait, vous obtenez S-O-L-I-D, solide. Le nom est très bien trouvé parce que ça permet vraiment de développer du code solide au sens littéral et propre du terme. C'est-à-dire que votre code aura beaucoup moins d'effets cachés, de bugs potentiels, vous permettra de décrire moins d'états invalides, et vous aurez beaucoup de moments what the fuck en moins quand vous relirez votre code. Donc on va commencer tout de suite avec le premier principe, SRP en anglais, Single Responsibility Principle. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une classe doit avoir une et une seule raison de changer, c'est-à-dire qu'une classe doit avoir une seule responsabilité. Alors, quand vous annoncez ce principe, généralement, on vous dit « Waouh, tout ça pour ça ». Et généralement, à chaque fois que je m'attarde pour expliquer ce principe, les gens disent « Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est pas besoin de passer autant de temps là-dessus ». Et en fait, si, parce que c'est le principe qui a l'air le plus simple, mais qui, pour moi, est le plus subtil des 5. C'est-à-dire que quand on dit qu'une classe a une seule responsabilité, on ne veut pas dire qu'une classe fait une seule chose. Quand on dit qu'une classe a une seule responsabilité, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle a une seule raison de changer. Donc une classe peut faire 10, 15, 20 choses, mais en fonction des requirements et des modifications que vous allez devoir faire dans votre code, cette classe va devoir être modifiée à un seul moment, puisqu'elle n'a qu'une seule responsabilité. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, mais en fait c'est une différence majeure. C'est-à-dire que tout votre code, s'il applique ce principe SRP, le jour où, par exemple, votre back-end change, il est très courant pour les développeurs front de devoir repasser dans toute l'application pour mettre à jour la clé qui a changé dans le back-end. Donc ça, c'est pas bon, parce que si vous appliquez le principe SRP, normalement, il n'y a qu'une seule brique dans votre logiciel qui est chargée de mapper la réponse du back-end
vers une structure de données que vous allez respecter dans le front. Et ainsi, notre code va beaucoup mieux encaisser les modifications. Et donc, si vous prenez 100 modifications différentes dans un sprint, ce qui est énorme, eh bien, chaque fichier, lui, va être modifié qu'une seule fois. D'accord? Vous n'allez pas réécrire 100 fois tout votre projet pour courir derrière des noms de clés qui ont changé, des couleurs de boutons qui sont légèrement plus foncées, etc. Chaque fichier va parfaitement encaisser tous ces changements puisqu'il va être modifié qu'une fois. Je crois que je l'ai assez dit. Pour rendre tout ça plus concret, on va prendre un simple exemple. Imaginons que vous ayez le code à l'écran. Donc, on a un composant qui gère les utilisateurs et leurs commandes. Dans cet exemple, on a déjà un problème puisque la classe user a plusieurs responsabilités. Cette classe va faire 3 choses en réalité. Elle va modéliser un utilisateur dans votre application. Elle va permettre de se sauvegarder, donc elle doit avoir connaissance du fonctionnement de votre back-end et de la base de données qu'il y a derrière. Et troisièmement, elle doit être capable de se connecter à un service d'email pour envoyer des emails aux utilisateurs qui ont fait une commande. Donc quand j'étais débutant, je trouvais ce code génial, je me disais waouh, user est une classe super souple qui va s'adapter à tous les besoins de mon projet. Aujourd'hui, ça me saute au visage que c'est une aberration. Pourquoi? Parce que si mon service tierce que j'utilise pour envoyer des emails change, je vais devoir modifier cette classe user. Si demain les requirements techniques changent, on n'est plus sur une base de données NoSQL MongoDB, on passe sur MySQL. Boum, il faut que je modifie la méthode SaveUser et donc mon entité user. Et puis troisièmement, si les utilisateurs demain, en plus de leur email, ils doivent rentrer un numéro de téléphone parce que le chef de projet est venu me voir et que c'est un nouveau besoin, boum, je vais devoir encore modifier la classe user. Donc, c'est une classe qui va en permanence bouger en fonction de tout un tas de requirements et je vais avoir un code qui est complètement mou, pâte à modeler et qui peut en permanence introduire des régressions. Encore une fois, parce que c'est un code qui a plusieurs responsabilités. Et la solution à ce problème, elle est très simple, on découpe par responsabilité. Donc vous avez une classe user qui représente votre modèle pur dans votre projet, indépendamment du back-end et indépendamment du service d'envoi d'email. Vous avez une autre classe qui va être chargée de sauvegarder les utilisateurs de votre entité pure dans un back-end. Et enfin, troisièmement, le service qui envoie des emails. Donc ici, si votre service d'email change, vous avez 33% d'impact. Si votre back-end change, vous avez 33% d'impact. Et si un utilisateur doit être modélisé différemment pour prendre par exemple en compte son numéro de téléphone, vous avez 33% d'impact. Et si vous voulez voir concrètement dans un projet plus vraie vie ce que ça donne, regardez le code que vous avez à l'écran. On a ici un cas très courant, très tentant de violation du SRP. Donc ici, par exemple, j'ai créé une classe qui représente l'évolution en pourcentage entre deux données. Donc si je passe de 10 à 15, j'ai une évolution de plus 50%. Donc ce qui m'intéresse de stocker dans mon entité pure d'évolution de pourcentage, pour moi, c'est le fait qu'il y a une augmentation positive de 0,5, c'est-à-dire 50%. Mais ensuite, cette donnée, je vais devoir l'afficher dans mes vues. Donc je vais devoir l'afficher par exemple avec le petit pourcentage et un plus devant sur une page. Et puis sur une autre page, je vais devoir afficher un label pour dire que s'il y a une évolution de plus de 100%, je vais devoir afficher critical. Et puis si j'ai une évolution toute petite, je vais afficher low ou medium par exemple. Donc ça c'est très tentant de le mettre au niveau de percentage evolution. Le problème c'est qu'en faisant ça, j'ai introduit une violation du SRP. Pourquoi? Parce que maintenant, ma classe pourcentage évolution est pas seulement chargée de représenter l'évolution en pourcentage entre deux valeurs, mais aussi elle est responsable de sa représentation dans des vues différentes. Donc si demain, l'ordre des labels medium, low par exemple change, je vais devoir modifier ma classe pourcentage évolution, alors que normalement je ne devrais pas, puisque sa responsabilité, normalement, n'a pas changé. C'est simplement de représenter l'évolution entre deux nombres. Donc ce qu'il faut faire, comme on l'a vu, c'est découper et découper, pour avoir une responsabilité dans chacun de ces éléments. Donc ma classe qui représente l'évolution d'un pourcentage entre deux nombres, je la mets à part, elle est responsable que de ça, et a priori elle devrait très peu bouger dans toute la durée de vie du projet. Et ensuite, pour chaque page qui est responsable d'afficher différemment cette donnée, eh bien je vais créer ici par exemple un pipe parce qu'on est dans Angular, mais j'aurais pu créer un view model. Et donc quand vous utilisez le code, eh bien ça se voit aussi que vous avez mieux responsabilisé votre code, et c'est beaucoup plus clair aussi pour les autres développeurs qui vous relisent, puisque votre intention est très claire, chaque fichier est chargé de faire une seule chose. Et encore une fois, ça semble souvent extrême pour des développeurs qui débutent un peu comme ça, mais croyez-moi que votre petite classe user qu'on a vue au début, si vous multipliez la complexité par 100, vous avez un code qui vous explose littéralement à la gueule. Le deuxième principe, c'est Open Closed ou OCP. Grosso modo, ça veut dire que le code que vous écrivez, il doit être ouvert à l'extension, c'est-à-dire que vous devez pouvoir réutiliser en permanence le code que vous avez créé
pour construire autre chose, mais fermé à la modification. C'est-à-dire que quand vous prenez des nouvelles exigences fonctionnelles de votre client, votre code existant normalement ne doit pas être modifié et vous devez simplement venir rajouter des petites briques par-dessus en utilisant votre code existant comme des briques Lego. Donc moi, j'ai pas vraiment compris ce principe de manière limpide comme ça au début. C'est plus sur la durée de vie d'un projet qu'on s'en rend compte. En fait, j'ai un espèce de petit hack pour savoir si un code respecte ou non ce principe et donc si le code est de bonne qualité. En fait, quand vous voyez les pull requests, c'est-à-dire toutes les nouvelles livraisons de code qui sont faites, eh bien vous pouvez voir en vert les lignes de code qui ont été ajoutées et en rouge les lignes de code qui ont été supprimées. Et en fait, si vous faites le ratio entre les lignes supprimées et créées, vous obtenez un pourcentage. Et plus vous avez 100% de lignes vertes et 0% de lignes rouges, plus vous respectez le principe OCP. Donc si dans une pull request ou une merge request, eh bien vous avez 100 lignes rouges et 100 lignes vertes, généralement c'est pas très bon signe. Par contre, si vous avez 100 lignes vertes et 0 lignes rouges, c'est plutôt bon signe. Encore une fois, c'est pas une règle à un instant T, c'est plus un principe de long terme dans le code que vous livrez. Prenons un exemple plus concret qui, moi, m'a aidé à comprendre ça. Imaginons qu'on ait une boutique en ligne qui vend des produits, quelque chose de très simple, et on doit calculer la logique qui, en fonction du type de produit, va calculer des discounts et des remises de manière différente. Donc, par exemple, tous les produits d'électroménager vont avoir une certaine remise, et puis la nourriture ou les vêtements vont avoir des logiques différentes. Dans le code que vous voyez à l'écran, il y a une problématique par rapport au principe OCP. Eh bien, c'est que si demain, on vous demande de venir rajouter une nouvelle catégorie qui ne rentre pas dans les catégories que vous gérez, vous allez devoir modifier la méthode CalculateDiscount. C'est-à-dire que demain, vous rajoutez votre nouvelle catégorie, vous livrez votre PR, et vous allez voir des lignes rouges et vertes dans votre code qui part en production. Pour appliquer l'OCP ici, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puisque théoriquement, on voudrait faire une livraison avec que des lignes vertes qui concernent la nouvelle catégorie, différente de l'électroménager, de la nourriture et des vêtements, que le chef de projet nous a demandé. Eh bien, ce qu'on doit faire ici, ça va être remplacer le if-else par un design pattern qui s'appelle stratégie et qui va nous permettre, de manière très simple, d'avoir une classe qui représente chaque stratégie de discount par catégorie. Donc, on pourrait créer une interface pour définir le contrat de calcul de la remise et ensuite, on implémenterait cette logique de remise pour chaque catégorie de produits. Et ensuite, tout ce que vous auriez à faire, eh bien, c'est dans le service qui calcule le discount, on n'aurait plus qu'à passer la stratégie de discount directement. À quoi sert tout ce bazar? Eh bien, avec cette nouvelle structure, si on doit ajouter une nouvelle catégorie de produits, eh bien, on n'a pas à modifier CalculateDiscount qui, de toute façon, maintenant, fonctionne avec une stratégie. Donc, tout ce qu'on aurait à faire, c'est de créer une nouvelle stratégie de discount pour la catégorie que nous a demandé notre chef de projet. Là encore, vous avez appliqué un nouveau principe solide, votre code est plus lisible, vous explicitez mieux vos intentions, et puis vous améliorez la maintenabilité, la flexibilité et la testabilité de votre code. Encore une fois, c'est un principe qu'on comprend généralement sur le long terme, et moi, j'ai pas eu de déclic par rapport à ça. D'accord? C'est plus avec la pratique, on finit par capter que, ah oui, en fait, on a une base de code qui est en permanence en train de bouger, et en essayant de respecter mieux le principe OCP, on arriverait à construire des briques de Lego sur lesquelles on pourrait se baser, et donc transformer toutes ces lignes rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert en vrai code ligne verte. J'ajoute du code qui marche. On passe tout de suite au troisième principe, le principe LSP, c'est-à-dire le principe de substitution de Liskov. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc, je vous ai mis les deux versions, la version Einstein pour faire le malin, mais pourtant, c'est pas un des 5 principes solides qui est le plus dur à comprendre, loin de là. Et en gros, tout ce que ça veut dire, c'est que quand vous utilisez une structure d'héritage, eh bien, vous pouvez substituer les classes enfants par rapport à la classe parent de manière complètement interchangeable, sans effet de bord. Donc, l'exemple tarte à la crème là-dedans, c'est si vous modélisez un rectangle et un carré dans votre code, et que vous dites que le carré il hérite du rectangle, eh bien vous allez avoir un problème lorsque vous modifiez la hauteur ou la largeur de cet élément, puisque ça ne va pas du tout avoir le même impact sur un rectangle que sur un carré. Car modifier la longueur d'un carré implique aussi de modifier sa hauteur, ce qui n'est pas le cas pour un rectangle. Donc pour comprendre et appliquer le principe LSP, ce qu'il faut c'est structurer vos classes de manière à ce qu'elles aient des relations entre elles qui leur permettent d'être substituées les unes aux autres sans affecter le comportement attendu. Donc ce que vous devez faire ici, c'est créer une classe shape qui va être utilisée par vos clients, qui va vous permettre d'avoir un contrat très clair pour ce que j'appelle les clients de votre code, c'est-à-dire les gens qui vont réutiliser votre code
que ce soit très clair sur ce que votre code fait. Et donc ensuite, vous reprenez votre rectangle et votre carré, vous implémentez une interface commune qui marche quels que soient les éléments qu'il y a en dessous. Comme ça, vos clients n'ont pas de mauvaises surprises quand ils utilisent votre code. D'accord? Si vous utilisez le code d'un collègue et puis que une fois sur 4, en fait, ça marche pas, parce que le rectangle, en fait, c'est un carré, ben, vous voyez bien que vous avez du code qui est pas solide, c'est le cas de le dire. Donc ça permet de faire sauter des comportements inattendus, et généralement, quand vous réutilisez la fonction d'un collègue ou une classe, etc., c'est pas rare de se rendre compte que ce principe manque, donc vous pourrez lui balancer le fameux « tu n'as pas respecté le principe de Liskov ». Franchement, ça le fait. Quatrième principe, ISP, le principe de ségrégation des interfaces. Là aussi, comme pour Liskov, c'est un gros mot, mais c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre par rapport aux deux qu'on a vus en premier. En fait, le principe de substitution de Liskov se concentre sur les relations entre les classes et les sous-classes, tandis que le principe de ISP, le principe de ségrégation des interfaces, lui se concentre sur la définition des interfaces pour éviter les dépendances inutiles. Entre guillemets, le but, c'est comme pour Liskov, c'est que quand vous créez du code, vous ne voulez pas obliger les gens qui vont utiliser votre code à dépendre de tout un tas de choses dont ils n'ont pas besoin. Donc un point de vigilance que moi j'ai, par exemple, quand je relis du code en PR, c'est de voir ces fameuses interfaces avec plein de points d'interrogation. Et plus vous avez de points d'interrogation dans la définition d'une interface, plus il y a de chances, entre guillemets, que le principe ISP ne soit pas respecté. Prenons par exemple une interface qui définit des opérations que vous pouvez faire sur des utilisateurs dans votre application. On voit qu'on a un petit signe qui a un problème parce qu'il y a plein de points d'interrogation. Et en fait, si vous demandez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose comme « Ah oui, en fait, les opérations sont différentes si vous avez un utilisateur classique ou un administrateur. » Et comme les deux n'ont pas toutes les mêmes propriétés en commun, on va mettre des points d'interrogation selon qu'on est dans un cas ou l'autre. Et le problème dans ce code, c'est que votre interface guest, elle est obligée d'implémenter toutes les méthodes de l'interface iUserOperation, même si elle n'a pas besoin de certaines d'entre elles. Donc là, on retombe sur les fameux points d'interrogation qu'on est obligé d'ajouter pour dire « Ah non, en fait, on n'est pas dans le bon cas ». En fait, ce que vous pouvez faire à l'extrême ici, ça va être de découper chaque opération dans sa propre interface et ensuite de modifier les classes admin ou guest pour préciser de manière très explicite quelles sont les opérations qui sont supportées par un administrateur ou un utilisateur. Ici, en découpant en plusieurs interfaces plus petites, vous respectez le principe ISP et vous faites sauter tous ces points d'interrogation qui masquent en fait ce que vous voulez vraiment faire avec votre code. Rappelez-vous en plus que ici, on n'est que sur K-user ou K-admin, mais vous pourriez avoir par exemple des dizaines ou des dizaines de rôles dans un vrai projet avec beaucoup de complexité, et donc vous auriez une interface qui fait 100 lignes, donc 90 lignes sont des points d'interrogation, et on ne comprendrait plus rien, puisque chaque classe cliente ne saurait pas du tout, parmi les 90 méthodes facultatives, laquelle doit être implémentée ou non. Enfin, cinquième principe, pour moi c'est le plus puissant, mais encore faut-il le comprendre. Par contre, si vous faites l'effort d'aller chercher un peu plus là-dessus, c'est vraiment un des principes qui ouvre vers des concepts plus poussés d'architecture et qui permet, entre guillemets, de raisonner à plus haut niveau en termes d'abstraction avec votre code. Donc ce principe est clairement une ouverture vers des choses plus poussées comme la clean architecture, le domain driven design, etc. Donc, même si c'est pénible à apprendre dans un premier temps, croyez-moi, ça vaut le coup de comprendre ce qui se passe avec ça. Donc on va prendre encore une fois un exemple très simple. Imaginons une application dont le but est de raconter des blagues. Et ces blagues viennent d'une base de données dans lesquelles elles sont stockées. Et donc dans l'exemple que vous voyez à l'écran, le problème, c'est que votre classe joketeller, elle dépend directement de votre API et de l'implémentation de l'API. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain votre backend change, vous pouvez jeter votre code à la poubelle puisqu'il est entièrement couplé et construit sur le backend. Comment est-ce qu'on peut construire une application qui ne dépend pas du back-end? En utilisant le principe DIP, c'est-à-dire le principe d'inversion de dépendance, qui porte bien son nom puisqu'on va inverser la dépendance. L'idée, c'est qu'on ne va plus dépendre du back-end, on va dépendre d'une classe abstraite qui sert nos besoins, nous, côté front-end, et on va implémenter ensuite cette interface avec une classe concrète qui, elle, va faire les appels au back-end. À quoi ça sert? C'est de la magie, puisqu'en fait, c'est comme des prises que vous venez brancher dans des prises de courant, vous avez que à respecter le contrat de la prise en entrée, et ensuite vous pouvez venir brancher n'importe quelle prise, donc un backend MongoDB, c'est bon, pas de souci, un backend MySQL, c'est bon, pas de souci, un backend en ligne de type Firebase, boum, c'est bon, pas de souci, tant que vous répondez au contrat de la classe abstraite que le front-end a commandé. Donc ça va vous permettre d'inverser la dépendance. Si demain votre backend change,
vous avez que à, entre guillemets, réimplémenter le back-end qui respecte le contrat, qui lui n'a pas bougé, et donc tout votre code front-end reste inchangé. Donc ça c'est très puissant, ça permet de sortir un petit peu de ces dépendances pénibles où il y a une clé qui a changé dans la réponse d'un API, il y a une URL qui a bougé, et puis tout d'un coup, le front crache complètement, et on se retrouve à modifier tout un tas de fichiers. Ici, non, vous allez que modifier l'implémentation concrète du back-end pour la classe abstraite que vous avez définie. Donc pour notre exemple de blague, eh bien, il nous suffirait de créer une classe abstraite qui nous donne des blagues selon le contrat que nous on a décidé. Et ensuite, on modifierait la classe Joke API, c'est-à-dire la classe qui va chercher les données dans le back-end pour qu'elle respecte notre classe abstraite. Et ensuite, notre classe initiale JokeTeller, eh bien, plutôt que de dépendre du back-end, on va venir tirer une flèche vers l'interface iJokeTeller au lieu de la classe concrète. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé la dépendance. On dépend plus du back-end, on dépend d'une classe abstraite qui est chez nous. Et en faisant ça, on a appliqué le principe d'inversion de dépendance, le DIP, et encore une fois, ça va venir améliorer la maintenabilité, la flexibilité et la testabilité de notre code. Donc voilà, c'était la vidéo sur les principes solides. C'est des principes que j'adore parce qu'ils font vraiment le lien entre les principes clean code, c'est-à-dire tu sais, vous prenez une feuille A4 et puis vous écrivez du code qui est propre, mais généralement ça s'arrête à un fichier. Et l'architecture très haut niveau avec des diagrammes et des flèches partout, eh bien, les principes solides, ils viennent un peu entre les deux, ils viennent faire le pont, c'est-à-dire que ça va vous permettre de structurer des fichiers clean code de manière solide, et une fois que vous avez des petits paquets comme ça de structures solides, vous pouvez commencer à passer sur l'architecture. Donc vraiment prenez le temps d'apprendre ces principes, c'est vraiment pas une perte de temps. Je vous mets là un petit screenshot d'une feuille A4 sur lequel moi j'ai mes notes pour pas les oublier et les avoir en tête rapidement. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez trouvé que cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous cherchez à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, regardez les vidéos, pas besoin de vous abonner. J'essaye de publier des vidéos de temps en temps sur un contenu de qualité pour progresser en code. Deuxièmement, vous pouvez pousser la chaîne, interagir, poser des questions en commentaire, puis aussi de faire connaître la chaîne et demain peut-être d'interviewer des gens un peu plus pointus, par exemple un architecte chez Netflix, un tech lead chez Google. Si on leur dit qu'on est, 50, 100 000 sur la chaîne, on peut rêver. Peut-être qu'ils seront plus aptes à venir faire une interview et venir nous partager un peu des pépites de cette industrie de la production de code. Et enfin, vous trouverez un lien sous la vidéo dans lequel je vous propose de me suivre par email, où je partagerai mes nouvelles formations gratuites, un peu mes checklists, toutes mes feuilles A4 là, que je me crée généralement. Je vous les enverrai par mail pour ceux qui me suivent. Donc si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin que du contenu vidéo, je vais essayer de mettre ça en place prochainement. En effet, pour l'instant, j'ai fermé ma formation parce que j'aimerais prendre les mois qui arrivent pour vraiment la mettre à jour et créer vraiment un truc de dingo, encore plus poussé que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Mais tout ça va prendre du temps et j'ai pas le temps de m'occuper de nouveaux élèves en plus de ceux que j'ai déjà. Donc pour l'instant, je ferme tout et si vous voulez en savoir plus, ce sera par mail. Voilà, en tout cas, j'espère vous retrouver prochainement pour une vidéo sur du code solide et je vous souhaite un bon code d'ici là. Ciao!